Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série intitulée Religion, piège à con, où nous allons aborder l'un des plus mauvais arguments des créationnistes et autres pseudo-scientifiques afin de renier l'évolution. Je veux bien entendu parler de l'argument de la complexité irréductible. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également à cliquer sur la cloche afin de ne surtout rien rater de l'actualité de la chaîne. Avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'1€ ou 2 sur ma page Tipeee, que ce soit de façon ponctuelle ou mensuelle. Bien sûr, ça reste totalement facultatif et la chaîne demeure totalement gratuite, bien entendu, l'argent allant juste servir à développer la chaîne et à l'aider à grandir. Bien entendu, il est logique de remercier chaleureusement les généreuses personnes pour leur pécule qui aident grandement la chaîne à s'améliorer. Sur ce, commençons. Si vous avez déjà eu l'occasion d'échanger un peu avec des créationnistes, ou de manière plus générale avec des pseudo-scientifiques qui affirment que l'évolution est un mensonge, vous avez très certainement eu affaire à cet argument. Car c'est une tactique assez couramment employée par les personnes ne comprenant strictement rien à l'évolution d'un point de vue scientifique, mais voulant quand même essayer de faire croire qu'elles ont raison, ou alors lorsqu'elles tentent de rallier à leur cause des personnes aussi ignorantes qu'elles, mais encore plus crédules, en leur racontant de monstrueux mensonges. Mais concrètement, c'est quoi cet argument de la complexité irréductible au juste? En quoi serait-il capable au minimum de faire passer pour caduc un fait scientifique parfaitement établi et démontré, voire, plus encore, cerise sur le gâteau, en quoi lui serait-il possible de prouver l'existence de Dieu? Pour cela, il faut raisonner en 3 temps. Premier temps, la prémisse majeure. Il existe, dans le vivant, des systèmes complexes. Alors, ça peut être un système biochimique, une molécule, un organe, une structure osseuse ou autre, on s'en fout, l'important c'est qu'il existe quelque chose de complexe d'après cette prémisse. Même on va simplifier en s'intéressant uniquement par exemple à un organe. Deuxième temps, la prémisse mineure. Si dans ces organes qui sont désignés comme complexes, une partie vient à ne plus fonctionner correctement ou à manquer, alors l'ensemble de la structure ne peut plus fonctionner. Enfin, la conclusion, plus que douteuse, l'évolution n'a donc pas pu créer cet organe par une suite de mutations, il a donc toujours été ainsi, et l'évolution est donc fausse, voire pour les religieux, on ajoute que c'est la preuve que Dieu existe et que la création est fixiste, c'est-à-dire que rien ne change jamais. Alors, est-ce que les anti-évolutionnistes ont raison ou pas? Il ne sert à rien de laisser du suspense, bien évidemment que la réponse est non. Prenons déjà la prémisse majeure. Il existe des organes complexes. Alors bien sûr, je continue à parler d'organes, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait tout aussi bien être un processus biochimique, une molécule ou toute autre chose. Bien souvent, les créationnistes aiment à citer le flagelle des bactéries, à savoir l'espèce d'excroissance qui leur permet de se déplacer dans un liquide, un peu à la manière de la queue des spermatozoïdes, les ailes des oiseaux, en affirmant qu'une demi-aile ne peut pas faire voler un piaf, ce qui est vrai mais est un argument ridicule, ou alors carrément l'œil humain, qui serait, d'après eux, le pinacle de l'évolution, tellement il est complexe et parfait, et que le retrait d'une seule partie de l'œil empêcherait totalement ce dernier de fonctionner correctement. J'en profite pour faire une petite interruption dans la vidéo afin de vous demander votre aide. Je tiens juste à vous informer que la santé et la croissance de la chaîne dépendent directement de plusieurs paramètres qui sont pris en compte par rapport à la vidéo ainsi qu'à ses performances. Il y a bien sûr les paramètres que vous connaissez comme le nombre de personnes qui regardent la vidéo, mais également les interactions avec les commentaires et les likes sur cette dernière, mais aussi un paramètre important qui est pris en compte qui est le temps de visionnage. Plus vous restez longtemps sur la vidéo, et plus cette dernière sera mise en avant.
C'est pour cette raison que je vous demande autant que possible de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, et si ce n'est pas possible et que vous n'aimez pas cette dernière, restez juste un peu plus longtemps que vous ne l'auriez fait. Merci beaucoup à vous si vous pouvez faire cet effort, et maintenant, retournons à notre sujet. Alors, je prépare une vidéo spécifiquement dédiée à l'œil humain, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais je trouve toujours très intéressant quand un créationniste affirme que l'œil humain est complexe et parfait, tout en devant porter des lunettes pour corriger sa vue qui, elle, n'est pas du tout parfaite. Alors, est-ce que la complexité est réellement une preuve de la création? Eh bien, rien n'est moins vrai. Au contraire, quand on va créer quelque chose, on essaye toujours de faire dans l'efficacité. Toute fioriture est la preuve que soit, petit 1, la personne responsable ne savait pas au départ ce qu'elle allait faire, soit, petit 2, qu'elle est mauvaise dans cette tâche, soit, enfin, petit 3, que ça n'est pas une personne ou une entité quelconque qui est derrière l'apparition de cet objet. Prenons un exemple tout bête, le dévidoir ou dérouleur de scotch, ou de ruban adhésif, comme vous voulez. La plupart de ces objets sont moyennement complexes, quand même, on arrive à comprendre. Il y a une lame en métal qui sert à couper le scotch, un support en une ou deux parties, parfois même le support est un peu plus complexe avec une poignée, il y a bien souvent une petite roue qui vient s'insérer dans le trou du rouleau du scotch et qui lui permet de tourner tout en étant solidaire de la structure, ce qui nous fait quand même un minimum de 3 pièces différentes pour créer un dérouleur dont la fonction est justement de sortir du scotch et de le couper, à quoi il faut bien sûr ajouter le rouleau de scotch lui-même. C'est très bien, mais on peut faire quand même plus efficace. À votre avis, combien de pièces au minimum il faut pour faire un dérouleur de scotch qui soit fonctionnel? 2 parties? Ah bah oui, on peut faire un dérouleur à 2 pièces parfaitement fonctionnel, qui, en plus de ça, va se payer le luxe d'avoir une forme assez rigolote, ou même d'être minimaliste. Mais justement, si on regarde plus attentivement, le canard là fait fusionner la roue et le support mais garde une lame en métal, puisque tout le reste est en bois, ce qui n'est pas assez aiguisé pour couper du scotch, tandis que l'autre dérouleur, lui minimaliste, va fusionner la lame avec le support, qui lui est également en métal, tout en gardant une roue en plastique pour continuer à faire tourner le rouleau de scotch. Est-ce que ce serait pas possible de faire un petit peu mieux? Est-ce qu'on peut pas faire un dérouleur de scotch avec une seule pièce? Bah non. C'est tout bonnement impossible. Impossible. Bah non, en fait, c'est pas du tout impossible, c'est parfaitement possible. Et le meilleur, c'est que c'est possible de différentes manières. Regardez, là, c'est un dérouleur en une seule pièce, là, c'est un autre dérouleur également en une seule pièce. Ils ont pas la même forme ni rien. Est-ce qu'on peut faire mieux tout en faisant moins? Eh bah, là, bien sûr que non, parce que 0 pièce, l'objet n'existe simplement plus. Donc en soi, l'argument de la complexité est une mauvaise justification pour l'existence d'un créateur, d'autant plus si ce dernier est soi-disant un dieu tout-puissant et omniscient. Bon, évidemment, sur le dérouleur de scotch, il y a aussi d'autres questions économiques comme le prix que l'on va payer pour les matières premières, et également le prix de la personne qu'on va payer pour designer ça. Parce que là, le dérouleur Stark, je pense que vous en avez minimum pour 100 boules pour un simple truc qui sert à dérouler du scotch, alors que vous pouvez aller dans la supérette du coin et en acheter un pour 2 € avec le rouleau de scotch dedans. Mais bon. Donc, quoi qu'il en soit, l'argument de la complexité est un très mauvais argument, parce que Dieu aurait parfaitement pu atteindre le même objectif de manière plus simple, sans perdre en efficacité, vu que nous, pauvres humains, on arrive à concevoir de telles merveilles, soit par la chimie, soit à les simuler directement par ordinateur. Prenons ensuite la deuxième prémisse, celle qui est considérée comme mineure, mais qui est en réalité la pièce maîtresse du château de cartes qu'est l'argument de la complexité irréductible. Est-ce que si l'on enlève à un organe complexe un de ses composants, il est véritablement incapable de fonctionner? Reprenons l'exemple de l'œil humain que les créationnistes adorent utiliser. Si vous retirez une seule de ses parties, d'après leur dire, l'œil est totalement voué à finir à la poubelle. Pourtant, dans les espèces actuelles, nous sommes parfaitement en mesure de voir des yeux avec des formes plus ou moins complexes qui semblent démontrer qu'il y a une variation au fil de l'évolution. On a de simples protéines photosensibles renfermées dans des sacs, permettant aux bactéries ou aux algues unicellulaires de capter de la luminosité, et de savoir ainsi s'il est utile ou pas de se déplacer dans la colonne d'eau, soit pour s'approcher de la lumière et faire plus de photosynthèse, donc en gros l'équivalent de plus manger,
soit s'il y a trop de lumière et que ça devient dangereux pour la cellule qui risque de prendre un gros coup de soleil, et qu'il faut alors descendre un petit peu dans la colonne d'eau pour se protéger. On a également des vers et des invertébrés marins avec des zones photosensibles à la surface de la peau, sur laquelle on peut voir une légère dépression au milieu qui permet à peu près de savoir d'où vient la lumière. Puis au fur et à mesure, les dépressions sont de plus en plus prononcées, permettant d'affiner toujours plus la détermination de la direction par laquelle la lumière arrive. Jusqu'à ce que toute la structure finisse par totalement se refermer quasiment sur elle-même, et qu'il ne reste qu'une simple ouverture. Puis de nouvelles structures vont apparaître pour adapter la luminosité, ou pour faire la mise au point sur l'image en fonction de la distance, comme le cristallin. Bref, l'ensemble du vivant est une parfaite illustration que les créationnistes racontent n'importe quoi, et qu'ils utilisent l'ignorance des croyances et des croyantes qu'ils ont en face pour les convaincre que la science se trompe, parce que si vous ne connaissez pas de contre-exemple, c'est forcément qu'il n'y en a pas, hein. Donc oui, sans une de ces parties, un organe peut parfois accomplir la même fonction, juste moins efficacement. Par exemple, si dans une voiture je retire les portières, l'appui-tête, la clim et les sièges arrière, elle est toujours en mesure de rouler, hein. Même si je retire le siège conducteur, hein, je peux toujours rouler. Bon, je vais me péter le cul, mais je peux toujours rouler dedans. Bon, certes, je vais me faire arrêter par la police, mais quand même, la voiture continue à faire son taf, ce que j'attends d'elle, c'est-à-dire m'amener d'un point A à un point B, même si le confort est totalement sacrifié dans l'histoire. Mais, et c'est là que c'est important, c'est que cet argument de la complexité va omettre un point capital lorsqu'il s'agit de l'évolution. C'est que, au fil des générations et des changements qui vont apparaître, les organes, les protéines et tout le reste n'avaient pas forcément la même fonction au départ, c'est juste quelque chose de préexistant qui a été modifié pour faire autre chose. Prenons un exemple très commun, celui des plumes chez les oiseaux qui leur servent à voler. Tout le monde va dire un oiseau sans ses plumes, ça peut pas voler. Ce qui est vrai, mais ce qui veut pas dire que les plumes sont indispensables au vol. Regardez, les chauves-souris et les insectes volent très bien sans aucune plume. Et pourquoi les plumes sont là chez les oiseaux ? Bah simplement parce qu'elles étaient là chez leurs ancêtres qui ne volaient pas, elles étaient utilisées soit pour de la thermorégulation, un petit peu comme la fourrure chez les mammifères, soit par leur côté coloré pouvaient servir pour des parades nuptiales. Le meilleur contre-exemple logique apporté à cette affirmation saugrenue des créationnistes est formulé par le biologiste et néanmoins très catholique Kenneth R. Miller. Alors d'une, il est extrêmement religieux, donc on ne peut pas l'accuser de faire ça parce qu'il est contre la religion, et de deux, si je ne dis pas de bêtises, il a participé au séquençage du génome humain, donc c'est quand même qu'il s'y connaît un petit peu en biologie, hein. Donc Kenneth répondait à l'époque à un ponte du créationnisme, Michael Behe. Alors très honnêtement, hein, on se fout royalement de lui, c'est un gros con, mais bon, on va quand même l'évoquer, qui utilisait l'argument de la complexité irréductible à l'aide d'une tapette à souris pour, d'après lui, démontrer que Dieu existe. En effet, la tapette est constituée de 5 parties différentes, une tige rigide, qui, tel un marteau, va venir frapper sur la souris, un ressort, pour actionner le piège, hein, bien entendu, la barre de maintien, pour bloquer le piège une fois que ce dernier est armé, le déclencheur, sur lequel on va habituellement poser un morceau de nourriture qui va servir d'appât, et qui, quand l'animal va appuyer dessus, va déclencher le piège qui va le tuer, et une planche de bois ou de plastique, on s'en fout, hein, sur laquelle le tout va être fixé. Bon, en soi, rien d'étonnant si vous avez déjà vu un piège à souris. Donc, d'après ce créationniste, si une seule de ces 5 parties dans le piège vient à manquer, alors ce dernier ne peut plus du tout attraper de souris. La réponse de Miller fut à la fois extrêmement intéressante et d'une drôlerie sans pareille. Il prend alors un piège à souris afin de réexpliquer l'hypothèse fallacieuse du créationniste, et à mesure que la caméra zoome sur lui, on remarque quelque chose d'étrange à sa cravate. En effet, il utilise comme pince de cravate un magnifique piège à souris. Mieux, un piège à souris incomplet. Il manque 2 pièces sur 5, puisqu'il a enlevé la barre de maintien qui permet de garder le piège armé, ainsi que le déclencheur qui permet de mettre en fonction le piège. Avec seulement 3/5 du piège complet, il a à disposition une pince à cravate, qui est tout à fait fonctionnelle, utile, même si, on va bien le reconnaître, elle est loin d'être élégante. Il démontre ainsi ce que je disais plus tôt, et qui est un fait bien connu en biologie, qui est que lorsqu'un processus évolutif va avoir lieu,
on a régulièrement quelque chose qui préexiste dans une fonction donnée, et qui soit va être amélioré dans cette même fonction, soit va servir de base à créer quelque chose de totalement différent. Et Miller ira même plus loin, en affirmant dans un autre entretien qu'il pourrait pousser le principe un peu à l'extrême, en utilisant le marteau du piège comme simple porte-clés, et la planche comme presse-papier. Donc oui, avec seulement une seule pièce du piège à souris, il peut quand même faire quelque chose. Pas du tout piéger des souris, mais ça peut quand même servir. Alors, est-ce que véritablement, du coup, on est en droit de se poser la question, le piège à souris est complexe à un niveau irréductible? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais rendre hommage au travail d'un autre biologiste, John McDonald, qui a effectué le travail dans un sens plus compatible avec la biologie. En effet, au lieu de partir du piège à souris tel que nous le connaissons aujourd'hui et d'essayer de retirer des parties pour voir ce qu'on peut faire avec, il a fait totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a essayé de créer un piège à souris avec le minimum de parties et a petit à petit complexifié ce piège à souris pour arriver à celui que nous connaissons aujourd'hui. Il part par exemple avec une seule tige métallique, tordue et repliée sur elle-même en équilibre instable, de sorte que lorsqu'un animal la traverse, la tige se referme sur l'animal et le tue en l'étouffant. Puis ce piège va se complexifier, avec une tige métallique un peu plus longue qui va faire office de ressort, ce qui va lui permettre de se refermer plus vite sur le rongeur, évitant ainsi que les animaux assez gros puissent en se débattant s'échapper avant d'avoir suffoqué. Puis on peut augmenter l'efficacité en ajoutant un appât. Bref, je vais pas vous faire les détails de toutes les étapes, mais quoi qu'il en soit, petit à petit, le dispositif gagne en complexité et en efficacité, et à certains moments clés, les modifications qui vont être apportées font qu'il est impossible de faire marche arrière, sans quoi le piège ne serait plus en mesure de fonctionner dans cette nouvelle configuration avec une pièce manquante. Alors, bien entendu, l'analogie a ses limites. Personne de sensé, n'utilisant cette preuve, affirmerait que celle-ci prouve que l'évolution agit sur le piège à souris lui-même, car le piège est un objet créé de toutes pièces qui ne se reproduit pas. Et pourtant, vous savez quoi? Le plus drôle, c'est que, justement, les créationnistes, c'est exactement ce qu'ils attaquent, en disant que c'est pas possible que l'évolution existe parce que de toute façon, le piège à souris n'est pas vivant et qu'il a été créé. En réalité, ils comprennent totalement qu'on se fout de leur gueule, mais c'est juste que, en n'adressant pas le problème, ils pensent, à juste titre, parce que les croyants auxquels ils s'adressent sont ignorants, qu'ils vont pouvoir avoir raison. Et justement, comme les croyants auxquels ils s'adressent sont ignorants, ils vont gober cet argument parce que c'est quelqu'un qui dit quelque chose avec lequel ils sont d'accord, du coup, forcément, cette personne a raison. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ces pièges plus simples, extrêmement simples même pour certains, démontre néanmoins qu'il est indubitable que les processus biologiques aient été en mesure par le passé, avec des versions plus simples, parfois même très différentes que celles que l'on connaît actuellement, d'accomplir néanmoins la même tâche. Peut-être, et même assurément, avec une efficacité moindre et une vitesse diminuée, mais après tout, le principe même du vivant, ce n'est pas d'être ce qu'il y a de meilleur, mais simplement d'être légèrement meilleur que ce qu'il y a autour de nous. Ça suffit amplement. La survie, l'évolution, la vie, tout ça, c'est pas être le meilleur, c'est être meilleur que le reste. On peut être bof, tant que tous les autres sont en dessous de bof. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argument pseudo-scientifique et anti-évolution de la complexité irréductible, qui cherche simultanément à démontrer que derrière la complexité plus ou moins supposée du vivant se cacherait un créateur, qui serait forcément le dieu du croyant ou de la croyante en question, et plus que bancal, pour ne pas dire tout simplement risible. Car de fait, sa conclusion ne peut pas être correcte si, dès le départ, les prémices sur lesquelles repose le raisonnement ne sont pas vraies. Déjà, il évoque une complexité dans le vivant sans jamais chercher à définir précisément ce que signifie ce mot de complexité. C'est une tactique très sournoise utilisée à foison en politique, qui consiste à utiliser des termes possédant une large définition et ou interprétation, voire même des mots très vagues ou des notions un peu floues, parce que l'avantage c'est que le soin de définir la signification du mot ou de la phrase qu'on vient de dire revient directement à chaque personne écoutant le discours. Ça permet en fait que chacun et chacune y appose sa définition propre du mot afin d'être totalement d'accord avec le discours qu'on est en train de dire. C'est un peu l'équivalent de l'effet Barnum, quand dans les horoscopes on va dire quelque chose de très très vague pour que quasiment tout le monde puisse s'y reconnaître. Or, comme nous l'avons vu,
la présence discutable dans le vivant d'une complexité démontre au contraire tout sauf l'existence d'un créateur derrière. Ensuite, enfin même je dirais, l'irréductibilité fonctionnelle de cette complexité qui voudrait que, tel un château de cartes, enlever un seul composant de l'ensemble ferait tout s'écrouler, puisque rien ne pourrait alors plus fonctionner. Car il faut garder à l'esprit qu'une entité imaginant un dispositif va faire en sorte de le rendre le plus efficace et le plus simple possible, tout en misant bien sûr sur la rapidité d'un tel système. C'est un peu ce que nous avons vu avec les dévidoirs de scotch. Il est tout à fait possible de faire quelque chose remplissant la fonction souhaitée de manière efficace avec moins de pièces. De fait, la présence d'une complexité dans un processus, qui pourrait être effectuée sans perte d'efficacité avec un système plus simple, ne démontre pas du tout la nécessité que ce système ait été créé par une entité savante et toute puissante. Tout au plus, peut-on en déduire que si le processus a bel et bien été créé par une entité quelconque, cette dernière est d'une efficacité sans pareille à cette tâche, ou alors elle est totalement incompétente à son travail. Quoi qu'il en soit, on voit que les scientifiques ne se laissent pas faire et arrivent sans trop de problèmes à tourner en ridicule ces prémices plus que douteuses. Le souci, malheureusement, c'est les communautés de croyantes et de croyants qui écoutent aveuglément les pseudo-scientifiques qui leur racontent ce qu'ils et elles ont envie d'entendre. Car bien sûr, le but premier des pseudo-scientifiques créationnistes, c'est de maintenir les foules dans l'ignorance, de faire en sorte que tout le monde continue à croire que de toutes les divinités existantes, c'est la leur qui est la bonne, de toutes les religions existantes croyant dans cette ou ces divinités, c'est leur religion qui est la bonne, de tous les courants au sein de cette religion, c'est ce courant-là spécifiquement qui est le bon, et que de toutes les interprétations au sein de ce courant qui peuvent exister, c'est cette interprétation spécifique qui est la seule bonne et unique. Pourquoi me direz-vous ? Eh ben, en fait, simplement pour garder un contrôle sur les esprits malléables, qui sont une richesse incomparable. Je parle pas d'une richesse au sens métaphorique, je parle vraiment d'une richesse au sens matériel. En fait, les gens sont littéralement des porte-monnaies sur pattes. En effet, les esprits crédules et totalement endoctrinés ne vont jamais rechigner à mettre la main à la pâte pour faire grossir la communauté et s'assurer qu'elle est en bonne santé. Or, plus une communauté est grosse, plus il est facile de récolter de l'argent en faisant des appels aux dons. Soit pour rénover quelque chose, soit pour payer un voyage pour aller évangéliser ailleurs, ou je ne sais quoi. Après tout, c'est pour faire plaisir à Dieu, et il saura vous le rendre au centuple une fois que vous serez au paradis à ses côtés. Mais c'est également un moyen de mettre en place des connivences avec les partis politiques, ce qui est bien entendu totalement interdit aux États-Unis et dans beaucoup de pays, mais qui, dans les faits, est pratiqué de manière éhontée par ceux-là même qui appellent les autres religions à rester à l'écart de la politique. Car c'est tout à leur avantage. Avec leur emprise sur leur congrégation, les gourous peuvent facilement influer sur les votes au niveau local et donc avoir un pouvoir important sur les élections. Et si des candidats ou des candidates qui vont participer aux élections locales sont élus grâce à cette communauté, une fois en place, rien ne les empêche d'avoir quelques largesses afin d'aider cette même communauté en lui fournissant par exemple des terrains à moindre prix, en baissant ses impôts, en mettant fin à des enquêtes, par exemple, pour détournement de fonds, voire même en étoffant des scandales sexuels au sein de cette communauté. Après tout, cette botte guerre, c'est fait pour l'amour de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, il n'y a qu'à faire une simple recherche sur n'importe quelle communauté religieuse, dans quelque pays que ce soit, et d'ajouter le mot scandale, sexe ou argent, pour voir assez rapidement des milliers de résultats affluer. Donc ne croyez pas une personne qui vous dit qu'un fait scientifique, parfaitement étudié, démontré, décortiqué, compris, grâce auquel on fait des prédictions qui s'avèrent être exactes, et qui de plus est utilisé en recherche pour créer de nouveaux traitements médicaux, n'existe pas, simplement parce qu'ils sont persuadés que leur ami imaginaire, qui est décrit dans leur livre, et qui a soi-disant créé le monde tel que nous le connaissons actuellement, n'en a jamais parlé, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Bien entendu, ce doute s'applique également à ce que je dis. N'allez pas croire sur parole tout ce que je dis, simplement parce que vous êtes d'accord de manière générale avec d'autres choses que j'ai dites par le passé, ou que je dirai dans le futur. Et je m'adresse là spécifiquement à la part de mon public qui n'aurait pas forcément les connaissances scientifiques sur le sujet. Remettez en doute ce que je dis, je vous y encourage. Cherchez d'autres sources que mes vidéos, analysez des publications scientifiques, regardez les débats scientifiques sur les sujets.
Car, après tout, le meilleur moyen de ne pas se mettre des conneries dans la tête, desquelles il sera très difficile de se défaire par la suite, c'est déjà de commencer par se demander si ce que l'on raconte n'en est pas une. En réalité, les conneries, c'est un peu comme les poisons. On les avale pas comme ça, on essaye de voir avant si ce qu'on veut avaler, c'est pas un poison. Bah c'est la même chose pour les conneries. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de la série Religion piège à con, abordant l'argument de la complexité irréductible qu'adorent les créationnistes. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.